Vous faites bien de choisir Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, au Malawi, l'ancien président Peter Mutharika, 84 ans, candidat à la présidentielle de 2025. Il promet redresser l'économie du pays. Variole du singe, la Suède a annoncé avoir découvert le premier cas d'une nouvelle forme de Mpox observée auparavant uniquement en Afrique chez un voyageur, tandis que d'autres autorités sanitaires européennes ont averti que d'autres cas importés étaient probables. L'Organisation mondiale de la santé déclare que les épidémies de Mpox, variole du singe en cours au Congo et ailleurs en Afrique constituait une urgence mondiale. En Israël, une attaque à l'explosif a secoué Tel Aviv dimanche soir, causant la mort d'une personne et en blessant une autre. Selon les autorités israéliennes, l'explosion survenue dans une rue animée de la ville a été provoquée par un engin explosif de grande puissance, confirmant ainsi la nature terroriste de l'acte. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Au Malawi, le principal parti d'opposition, le Parti du Progrès démocratique, a approuvé le dimanche 18 août la candidature de l'ancien président Peter Mutharika à l'élection présidentielle de 2025. Peter Mutharika, âgé de 84 ans, a été président du Malawi de 2014 à 2020. Il a promis dans son discours d'acceptation de redresser l'économie dont la croissance a été anémique et plombée par des pénuries de devises étrangères, entraînant une pénurie de carburant et de médicaments. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, sera candidat à la présidentielle de 2025. Dimanche, le Parti du Progrès démocratique, principal parti d'opposition, a officiellement soutenu sa candidature. L'ancien chef d'État, âgé de 84 ans, a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Durant cette période, il a supervisé l'amélioration des infrastructures et le ralentissement de l'inflation. Cependant, ses détracteurs l'ont accusé de corruption et de copinage. Dans son discours d'acceptation dimanche, il a promis de revitaliser une économie en crise marquée par une croissance faible et des pénuries de devises étrangères. Peter Mutharika a également annoncé la formation d'une alliance d'opposition avec l'UTM, le Mouvement pour la Transformation Unie, un parti dirigé auparavant par le défunt vice-président Solos Chilima, qui avait soutenu Lazarus Chakwera en 2020. Si cette alliance se concrétise, elle pourrait transformer radicalement le paysage politique. L'ancien président se prépare maintenant à affronter Lazarus Chakwera qui cherchera à obtenir un second mandat lors de l'élection présidentielle du 16 septembre 2025. Au Kenya, prévu pour ce lundi 19 août, la grève du syndicat des travailleurs de l'aviation a été reportée de 2 semaines afin de permettre des négociations avec le gouvernement sur un projet d'accord avec la société indienne Adani Airport Holdings pour développer le principal aéroport du pays. Le syndicat s'oppose au projet d'accord annoncé le mois dernier avec la dite société qui, selon lui, entraînera des pertes d'emplois et fera appel à des travailleurs non kenyans. Les images. C'est un faux départ pour les agents de l'aéroport du Kenya. Le syndicat des travailleurs de l'aviation du pays a reporté de 2 semaines une grève prévue ce lundi 19 août afin de permettre des discussions avec le gouvernement sur un projet d'accord avec une société indienne pour développer le principal aéroport du pays. Le syndicat s'oppose au projet d'accord annoncé le mois dernier avec la société Adani Airport Holdings qui, selon lui, entraînera des pertes d'emplois et fera appel à des travailleurs non kenyans. Le syndicat est catégorique, si la réunion ne débouche sur aucun accord, il émettra un nouveau préavis de grève pour ses membres. L'autorité aéroportuaire a déclaré qu'Adani prévoyait d'ajouter une deuxième piste à l'aéroport et de moderniser le terminal passager. Selon le gouvernement kényan, l'aéroport a dépassé sa capacité de 7,5 millions de passagers par an et a un besoin urgent d'amélioration dont le coût devrait s'élever à 2 milliards de dollars. La communauté de développement de l'Afrique australe a lancé un avertissement sérieux concernant une sécheresse sévère causée par El Niño qui affecte désormais 68 millions de personnes dans la région et endommagé les cultures et l'élevage, entraînant des pénuries alimentaires et perturbant les économies locales.
La communauté de développement de l'Afrique australe met en garde contre une sécheresse sévère due à El Niño qui touche désormais 68 millions de personnes dans la région. Ce phénomène météorologique a débuté au début de l'année et depuis, il a gravement endommagé les cultures et l'élevage, provoquant des pénuries alimentaires tout en perturbant les économies locales. Cette crise a longuement été abordée samedi lors de la réunion des dirigeants d'Afrique australe au Zimbabwe. Des pays comme le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré la situation alimentaire comme une catastrophe majeure, alors que le Lesotho et la Namibie ont demandé un soutien humanitaire urgent. Pendant ce temps, les 5,5 milliards de dollars demandés en mai dernier pour contrer les effets de la sécheresse continuent de se faire attendre. Le vendredi 16 août dernier, le Sénégal a franchi une étape historique en envoyant dans l'espace son premier satellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Ce satellite, un petit cube de 10 cm pesant environ 1 kg, a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie. Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays. Nommé Gainsat 1A, ce satellite a décollé depuis la base de lancement de Vandenberg en Californie, a indiqué le dirigeant sénégalais sur le réseau social X vendredi soir. Transporté par une fusée SpaceX Falcon 9, ce satellite fait partie d'une mission spatiale qui a permis d'envoyer depuis les États-Unis 115 autres petits satellites en orbite dans le cadre de la mission Transporter 11. Gainsat 1A a été construit par le Sénégal en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Le nanosatellite est conçu pour surveiller le territoire sénégalais et collecter des informations pour les services économiques et environnementaux du pays. Selon l'Union africaine, le Sénégal est devenu la 12e nation du continent à lancer son satellite dans l'espace. Comme annoncé en titre, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les épidémies de Mpox, encore appelées variole du singe, en cours au Congo et ailleurs en Afrique, constituaient une urgence mondiale nécessitant une action urgente pour freiner la transmission du virus. La Suède a depuis annoncé avoir découvert le premier cas d'une nouvelle forme de Mpox observée auparavant uniquement en Afrique chez un voyageur, tandis que d'autres autorités sanitaires européennes ont averti que d'autres cas importés étaient probables. Le Mpox, déclaré urgence sanitaire publique de sécurité continentale. L'alerte lancée le 13 août par l'Agence de santé de l'Union africaine vise à mieux coordonner le combat contre la variole du singe, car le virus se propage rapidement. Découverte en 1970 en République démocratique du Congo, qui recoupe plus de 95% des cas, la variole du singe est endémique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En 2024, le Mpox serait présent dans au moins 12 pays africains, selon l'Africa CDC. Depuis le début de l'année, l'agence a reporté 18 737 cas de la maladie, dont 541 décès. Signe de la gravité de la situation, l'OMS a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire à l'échelle internationale face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. La détection et la propagation rapide d'un nouveau clade de Mpox dans l'est de la RDC, sa détection dans des pays voisins qui n'avaient pas encore signalé de Mpox et la possibilité d'une nouvelle propagation en Afrique et au-delà sont très inquiétantes. Le virus se transmet par contact direct avec les humains et les animaux déjà contaminés. Parmi les symptômes, l'apparition soudaine d'une forte fièvre, accompagnée d'éruptions cutanées ressemblant à des cloques. En RDC, où les cas sont les plus nombreux, le Mpox reste méconnu de la population. Quand nous sommes arrivés, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de plaies et je ne savais pas ce que c'était. Les plaies étaient jaunes, puis elles s'ouvraient et devenaient rouges. La multiplication des cas dans les camps de déplacés autour de Goma inquiète les spécialistes. La forte densité de population et les déplacements augmentent la propagation du Mpox. Déjà dans les camps de déplacés, on a plus d'une dizaine de cas qui sont déjà enregistrés. Ce qui veut dire que si les efforts ne sont pas faits pour le Nord Kivu, ça va aller comme un feu de brousse. En 2022, l'épidémie mondiale de Mpox s'était propagée dans une centaine de pays, causant 140 morts sur environ 90 000 cas recensés.
Nous restons toujours dans le volet santé de cette édition. Réunis samedi et dimanche au Zimbabwe, les chefs d'État des pays de l'Afrique australe dans le cadre du 44e sommet de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. En toile de fond, des échanges, lutte contre l'épidémie du Mpox, promotion de l'innovation, sécurité régionale. La Banque centrale libyenne a annoncé la suspension de toutes ses opérations après l'enlèvement d'un de ses cadres dans la capitale Tripoli. Il s'agit de son directeur informatique Moussa Salem. Selon la banque, il a été enlevé dimanche à son domicile par une personne non identifiée. D'autres employés ont également été menacés d'enlèvement, toujours selon l'institution financière qui a déclaré que ces opérations ne reprendraient pas tant que M. Salem n'aurait pas été libéré. Et toujours en Libye, les 95 ressortissants libyens arrêtés fin juillet dans un camp militaire présumé clandestin en Afrique du Sud ont été expulsés en direction de la Libye. D'après la police, ces hommes étaient entrés sur le territoire sud-africain en avril avec des visas délivrés en Tunisie afin de suivre une formation d'agents de sécurité. Toutefois, les autorités de la Nationale Arc-en-Ciel les soupçonnent d'avoir reçu un entraînement militaire. Crise russo-ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité de sa traditionnelle allocution vidéo nocturne pour appeler les alliés internationaux à accélérer les livraisons de matériel militaire indispensable sur le champ de bataille. Il a déclaré que l'incursion militaire dans la région russe de Kursk visait à créer une zone tampon afin d'empêcher de nouvelles attaques de Moscou de l'autre côté de la frontière. Ce véhicule de l'armée ukrainienne circule librement sur cette route menant à Soudja. La ville russe, située à une dizaine de kilomètres de la frontière, est désormais contrôlée par les soldats ukrainiens depuis leur incursion surprise à Kursk il y a une dizaine de jours. Alors que cette offensive interroge, Volodymyr Zelensky s'explique. L'objectif est de créer une zone tampon pour empêcher les attaques de l'armée russe. Потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все більш ніж захист для України. Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом. Знищити якомога більше російського потенціалу війни. І проводити максимум контрударної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора. Sur ces images diffusées par Kiev, la destruction d'un pont dans la région de Kursk, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit cet édifice stratégique dont le lieu n'a pas été divulgué, la date de l'attaque non plus. Vendredi, Kiev avait déjà affirmé avoir détruit un autre pont stratégique. Alors que Moscou organise sa riposte, pour les Ukrainiens, le défi est désormais de conserver ces gains de territoire russe. Cette incursion a plongé les habitants de la région de Kursk dans le désarroi. De nouvelles évacuations ont eu lieu, comme ici dans la ville de Tambov, qui a accueilli une centaine de personnes. Selon le ministère russe des situations d'urgence, elles seront relogées dans des centres d'hébergement temporaires et pourront bénéficier d'une assistance médicale et psychologique. Au total, depuis le début de l'incursion de l'armée ukrainienne le 6 août, plus de 120 000 personnes ont été évacuées de la région de Kursk. Tout autre chose à présent, en Israël, une attaque à l'explosif a secoué Tel Aviv dimanche soir, causant la mort d'une personne et en blessant une autre. Selon les autorités israéliennes, l'explosion survenue dans une rue animée de la ville a été provoquée par un engin explosif de grande puissance, confirmant ainsi la nature terroriste de l'acte. Les branches armées du Hamas et du djihad islamique palestinien ont revendiqué lundi dans un communiqué conjoint l'attaque suicide. En visite en Israël ce lundi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a de son côté averti qu'il s'agissait peut-être de la dernière chance de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza après plus de 10 mois de guerre. Il a également demandé à Israël et au Hamas de ne pas faire dérailler les efforts pour une trêve à Gaza. Religion dans ce temps d'information, l'évangéliste australien vivant aux États-Unis, Nick Vujicic, a annoncé l'ouverture de son nouveau service bancaire en ligne pour le mois de novembre prochain. Pro-Life FinTech, c'est le nom de cette future banque en ligne. Selon l'évangéliste, cette banque en ligne est entre autres lancée pour les croyants conservateurs pro-vie qui, comme lui, il y a 5 ans, ont vu leur compte fermé par des institutions. Nick Vujicic dit avoir été expulsé
d'une banque sans avertissement suite à une lettre qu'il aurait reçue où la dite banque lui a signifié qu'elle ne voulait plus rien avoir avec lui. La future banquière est, selon l'évangéliste australien de 41 ans, pour les chrétiens conservateurs pro-vie luttant pour la préservation du droit à la vie. Nick Vujicic souhaite aussi servir toute initiative utile au bien commun. La charte de la nouvelle organisation prévoit en outre de donner 50% des bénéfices nets de la banque à des organisations à but non lucratif. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.